Salut à tous et bienvenue dans le débrief sur Full Attack. 5 réactions sur le coup de poker de la manche de Coupe du Monde de Léogang 2025. C'est parti. Alors, pourquoi je parle de coup de poker en parlant de Léogang? Eh bien, parce que cette piste a une spécificité. Dessus, il y a plusieurs cartes à jouer. Et oui, parfois dans la saison, il y a des pistes qui sont assez monotones. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas spectaculaires, mais elles sont assez monotypes. On prend Val d'Isole, clairement, la réputation des lieux, c'est l'engagement, la pente et ses rochers. Prenez Lunaviel, c'était une piste découpée en deux, le plat du haut, la pente du bas. À Léogang, il y a au moins 3 cartes à jouer, voire 4 ou 5, selon comment on fait l'analyse et le découpage de la course. Sur le papier, la piste des Léogang, elle est assez facile. C'est souvent le premier retour des pilotes. Rien de très compliqué techniquement, hormis peut-être le bois du bas hérité des mondiaux de 2021. Mais globalement, ce qui rend les choses difficiles à Léogang, c'est de rouler la piste vite, très vite, voire plus vite que ce pourquoi elle pourrait sembler être faite au départ. C'est ça, la technicité à Léogang. Mais quand on s'intéresse à son détail, quand on fait l'analyse de la course, on se rend compte qu'il y a au moins 3 grands secteurs. Le haut de la piste, le motorway, et le bois du bas. On va en ajouter 2 autres pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Avant le motorway, il y a la section des souches. Il faut se souvenir que par le passé, au début, à Léogang, cette section-là, elle n'était pas à découvert comme maintenant. C'était un bois. Et puis, si on veut pousser l'analyse, en bas de la piste, moi je rajouterai un dernier secteur, celui à partir du saut de sortie du bois au-dessus du filet, la ligne de jump qui suit, les 2 derniers virages toujours piégeux, Benoît Coulange était là encore pour nous le rappeler cette année, et la dernière ligne droite qui file vers l'arrivée. Ça, c'est les 5 cartes, les 5 secteurs majeurs de la piste de Léogang. Et c'est assez mathématique, s'il y a plus de cartes, il y a plus de combinaisons possibles. Et si on s'intéresse à chacun, ils ont tous leur propre particularité, ils ont tous leur propre caractère et tous la manière avec laquelle il faut les rouler. On est donc sur une piste avec des changements de rythme et des transitions. Et ça, si on se place d'un point de vue stratégique, ça veut dire que peut y avoir des choix à faire, sur lequel on est plus fort que sur d'autres, sur lequel on a des capacités qui peuvent nous faire être devant les autres, et du coup, comment on construit son run. En gros, sur quel secteur on mise, sur quel secteur on va capitaliser, et comment on fait le meilleur temps à l'arrivée. C'est ça la partie de poker de Léogang. La question, c'est quelle est ou quelles sont les bonnes combinaisons à jouer. Et puis, c'est pas tout d'avoir des cartes à jouer, il faut aussi que le jeu qui se déroule sur la table permette de les jouer, ou du moins, qu'on les joue au bon moment, de la bonne manière. Là, je suis en train de parler d'exécution. Vous savez, ce que justement on prête à cette nouvelle génération qui arrive et qui cogite peut-être moins, ou qui a beaucoup plus appris à répéter ses gammes et à exécuter le bon run au bon moment sans se poser de questions. Il faut savoir exécuter et exécuter parfaitement parce que la piste, on l'a dit, n'est pas très difficile en elle-même, en tout cas pas très difficile pour les pilotes de Coupe du Monde de descente. Quand le podium se joue à une demi-seconde, il faut être parfait dans l'exécution. Une exécution parfaite, mais c'est justement ce qu'a fait Henrik Kiefer, 3e et premier podium en Coupe du Monde élite pour le jeune Allemand de Canyon. Et puis, comme dans toute bonne partie de poker, il y a les cartes qu'on a en main, mais il y a aussi celles qui sont sur la table. En l'occurrence, celles qui sont sur la table, à Léogang, c'est les conditions de course. Cette année, des conditions estivales, des belles conditions sèches. Sèches jusqu'à l'entrée du dernier bois. Le dernier bois, à Léogang, on sait toujours que la montagne est une éponge et que tout ressort à cet endroit-là et que même dans des temps très chauds, très estivaux, il y a toujours de l'humidité qui ressort et que la terre y est toujours un petit peu pâte à modeler, voire très vite, très glissante parce que c'est un argile qui fait très vite carrelage là-bas en bas. Il n'empêche qu'à Léogang, c'est un peu comme Fort William, c'est un endroit de la planète qui est bien arrosé, c'est tout vert autour et c'est souvent humide en piste. C'est la raison pour laquelle, avec les années, la piste a largement été recouverte de cette gravette grise qui est très stable quand elle est mouillée, qui offre d'ailleurs un meilleur grip quand c'est humide que quand c'est sec, parce que quand c'est sec, il y a toujours cette petite couche sur le dessus qui rend le grip très précaire. Et bien, si on suit cette logique, cette année, il y avait un grip à la limite sur les 2 tiers du parcours, jusqu'au moins l'entrée du bois du bas. L'autre facteur extérieur qui entre en jeu, à Léogang, c'est le vent. Parce qu'on l'a dit, avec les années, plus ça va, plus les arbres sont coupés et plus la piste est à découvert. Or, si les 2 tiers de la piste sont à découvert, les 2 tiers de la piste sont à la merci du vent. En l'occurrence, cette année,
en finale, on a l'impression que ça a pu jouer. Il y avait du vent dans le dos pour plusieurs pilotes sur le motorway, mais on voit bien que aux alentours des 10 derniers, il se passe quelque chose. Dans les temps, à partir du motorway et sur le bas, il y a un tir qui est pris et personne n'arrive à le récupérer. Bon, mais ça c'est le jeu. Faut faire avec les cartes qu'on a en main et celles qui sont sur la table. Dans tous les cas, on finit de planter le décor à Leogang avec une observation qui vaut au moins depuis Loudainvielle la semaine passée. Ça roule de plus en plus vite en Coupe du Monde. Si vous jetez un œil à la vitesse moyenne du run victorieux de Jackson Goldstone à Loudainvielle, c'est plus de 47 km/h de moyenne, presque 50 km/h. Et on n'est pas sur une piste large. Alors à Leogang, la vitesse moyenne est un petit peu plus basse. On est à 42 km/h pour la gagne chez les garçons. N'empêche que c'est 1 km/h plus vite que l'an passé. Dans tous les cas, il y a une autre observation qui va dans ce sens-là. La speed trap, elle était placée au même endroit que l'an dernier, et pourtant cette année, ça arrive presque 10 km/h plus vite au bout du motorway. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette vitesse en hausse sur le motorway. Le vent dans le dos, c'en est un. Mais il y a aussi des sauts qui ont été modifiés cette année. À la sortie du tunnel, habituellement, après le virage relevé, il y avait 2 grosses tables. Cette année, c'était des rollers. La petite gravette et la vitesse en hausse sur le motorway, ça explique peut-être les 2 plus gros crashs de ce week-end. Il n'empêche que dans tous les cas, à la sortie du tunnel, au bout du motorway, ça arrivait 10 km/h plus vite. 10 km/h, c'est beaucoup, au point que Nina Hoffmann, qui était hyper performante sur le motorway, a presque essayé de tirer, comme Jackson, comme Asa, pour retomber directement dans le relevé, sauf que si on tire pas assez loin, si on retombe pas au moins 2 mètres après le début du wall ride, il y a quand même une petite bosse, il y a quand même un petit... Ah, on se fait kicker. Nina est partie à l'inter et elle est sortie par-dessus. Ça aurait pu avoir des conséquences terribles. Dans tous les cas, on voit que l'organisation a essayé de réagir, que le motorway a été modifié à plusieurs reprises. La vitesse, les pilotes le disent dès qu'ils reconnaissent à pied la piste, elle est en hausse. Ça va de plus en plus vite en Coupe du Monde. Il faut en tenir compte. Et il faut que tout ce qui entoure la Coupe du Monde en matière de sécurité et de prévention suive, forcément. Sinon, à un moment donné, risque d'y avoir un gros carton et on va le regretter. Bref, on a planté le décor, on a distribué les cartes, c'est l'heure de jouer. Words go here. We've got no idea what you're thinking when you're doing this. How can you put into words a feeling that defies definition? So, yeah, words go here. The all-new Speedframe RS. Si on parle de poker à Leogang, forcément, il y a une partie qui se joue sur la manière que chacun peut avoir de dévoiler ou non son jeu au fur et à mesure de la partie. Et c'est ce qu'on voit quand on s'intéresse aux différentes manches qu'il y a eu chez les filles. Aux essais chrono, d'abord, on voit clairement qu'il y en a beaucoup qui cachent leur jeu, ou du moins qui tentent les cartes les plus évidentes. Ça fait le motorway, ça fait le bois du bas, mais clairement avant et après ça, ça coupe, ça assure, ça capitalise. À part 2 pilotes, Gracie Hemstreet et Anna Newkirk. Tiens. N'empêche qu'après, si on s'intéresse au temps des qualifs de la Q1, là, ça commence à dévoiler ses cartes. C'est là que je me dis que on peut regretter de ne pas avoir eu Nina Hoffmann en finale, tout simplement parce que c'est elle qui signe le meilleur motorway et d'assez loin par rapport à toutes ses adversaires. On aurait aimé la voir en finale pour voir si cette carte-là pouvait être jouée et pouvait être gagnante ou au moins valoir un podium chez les filles. Bon, mais alors, c'est quelle carte qu'il fallait jouer en finale pour gagner? Eh ben,
c'était pas celle du haut de piste. Gracie M Street, il lâche du temps. Elle lâche du temps en haut et sur le motorway, peut-être encore plus sur le motorway qu'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde son entrée sur le motorway, c'est assez bizarre. On voit qu'elle fait une petite erreur. Elle saute le premier jump, elle saute pas le deuxième. C'est pas un enchaînement logique. L'enchaînement logique, c'est plutôt de, s'il n'y a pas assez de vitesse, enrouler le premier saut pour générer de la vitesse, pour sauter le deuxième et accélérer. Là, on sent qu'elle met les choses un petit peu à l'envers. Elle n'est pas dans les meilleures conditions pour attaquer le motorway et à la fin du motorway, elle n'a pas le meilleur chrono sous le coude. Et si je dis que c'est pas le haut de piste qui compte non plus, voyez Valiol. Elle fait une erreur à la sortie du tunnel, quand elle rentre dans la nouvelle courbe en pâture qui a été rajoutée. Et pourtant, cette erreur-là ne la met pas hors course. Parce que Gracie, en passant avant, n'avait pas non plus pris énormément de temps à cet endroit-là. Donc clairement, chez les filles, en finale, c'est sur le bas de piste que ça se joue. Et c'est là que Gracie M Street fait un run de l'espace. D'ailleurs, si on regarde les courbes de la course, c'est clair et net. À la sortie du motorway, à l'entrée du dernier bois, elle est en retard. Les deux nanas qui sont au coude à coude et qui sont en tête, qui sont même dans un mouchoir, c'est Valiol et Anna Newkirk. Pourtant, à partir de là, la hiérarchie qui s'était établie en tête va voler en éclats. Gracie M Street fait un super bois. Regardez cet engagement, regardez cette vitesse, regardez cette aisance dans la pente. Il n'y a aucun moment d'hésitation, il n'y a aucun moment de crispation. Dans son feedback, Gracie M Street, elle parle d'un déclic, qui est un truc qui a fini par cliquer alors que la semaine était mal engagée. On ne sait pas exactement où ça a eu lieu, mais en tout cas, nous, derrière l'écran, on l'a clairement vu au moment de rentrer dans le bois. Chapeau, c'était vraiment beau à voir. Bon, mais pour autant, est-ce que c'était la seule carte qu'il y avait à jouer à Léogang? Est-ce que c'était la seule stratégie? Est-ce que c'était celle qu'il fallait absolument mettre en œuvre pour l'emporter? Non, non, non. On va aller voir ça chez les garçons maintenant. Chez les garçons, il y a aussi un petit jeu intéressant quand on regarde l'enchaînement Q1, Q2, finale. Chaque session a son intérêt et les cartes commencent à se dévoiler au fur et à mesure du jeu. Quand on regarde la Q2, par rapport à la Q1, il se passe quelque chose sur le motorway. Il y a peut-être un petit peu plus de vent dans le dos, c'est peut-être ce qui explique qu'il y ait pas mal de temps de la Q2 qui soit hyper compétitif par rapport à la Q1. Effet inverse de ce qui se passe le lendemain en finale où les derniers à passer ont moins de vent et sont peut-être un petit peu désavantagés par rapport aux autres. Mais dans tous les cas, c'est pas la seule observation à avoir quand on compare ces deux sessions. Il y a une autre observation intéressante, c'est que clairement, il y a ceux qui jouent le motorway et ceux qui jouent le bois du bas. Amaury Pierron, par exemple, en bas, il fait un sacré run. Pas étonnant de sa part. N'empêche que là, je vous parle de deux cartes. Le motorway et le bois du bas. Est-ce que c'est vraiment là que ça s'est joué en finale? Est-ce que c'est vraiment là que Jackson Goldstone l'a emporté? Eh ben non. Mais alors où est-ce qu'il a trouvé cette différence? Au live, tout le monde passe et rentre dans le motorway avec une seconde de retard sur lui. Il l'a trouvé où, cette seconde? Ça s'est joué dans la partie des souches. Plus précisément encore, celle qui, au reco, laissait poser pas mal de questions au pilote sur laquelle j'enroule, laquelle je saute, laquelle je double, etc., etc. Eh bien, si vous voulez une réponse, il suffit de regarder le replay du run de Jackson Goldstone et de voir comment il s'y prend. Parce que la vraie différence, c'est qu'en finale, c'est le seul pilote qui rentre dans ce secteur avec des intentions, avec de l'anticipation. Jackson est léger, Jackson est vif, Jackson est très bon dans ces endroits-là. C'est là qu'il prend l'initiative et c'est là qu'il joue sa carte. Sa propre carte, celle qui va avec ses capacités, son talent et ses qualités du moment. L'avance qu'il a pris à ce moment-là, personne lui reprendra, c'est fait. Enfin personne. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais avant ça, on va quand même préciser une chose, c'est que la réponse sur le retour aux affaires de Jackson Goldstone, eh ben c'est clair, on l'a maintenant. La progression entre Lou Dainviel et Léogang, il l'a eu, il l'a clairement eu. Parce que là, le run de Jackson Goldstone, ça, c'est un run de champion. Ça, c'est un run de victoire. Ça, c'est un run hyper maîtrisé. Stratégiquement, ça joue là où ça doit jouer. Techniquement, il n'y a aucune erreur, aucune faute. C'est propre du début à la fin, selon ses capacités à lui. Alors certes, il se fait avoir sur le bas de la piste, il fait un bois propre. C'est juste qu'il ne fait pas le bois qu'on aurait pu imaginer le voir produire quand on sait ce que parfois il est capable de produire dans la pente comme un Lou Dainviel. Il n'empêche que, stratégiquement, il avait fait la différence et que dans le bois du bas, il se contente d'apporter cette différence
proprement sur la ligne d'arrivée. Mais là, c'est propre. Là, c'est maîtrisé. Du début à la fin. Donc oui, Jackson Goldstone est clairement de retour aux affaires. Il n'y a plus de doute, mais on peut quand même se poser la question de savoir ce que ça présage pour la suite de la saison. It's time for a new challenge. To bring our passion, our engineering, our DNA to downhill. A new bike, but not a new story. Just the next step in a long journey. Since the start, we've reinvented the path. From tradition to change, from road to mountain, from innovation to excellence. We push limits. We evolve. We create. We redefine. It's what we do. Drawn to the relentless evolution of competition. It's inevitable. It's in our nature. Until this, not just a bike. The pinnacle of our journey. Everything sums up. À Leogang, Jackson Goldstone l'a emporté pour 0,059 secondes. 59 millièmes de seconde. En franchissant la ligne d'arrivée à 50 km/h, ça fait 80 cm. 80 cm, c'est un demi-vélo. Donc imaginez bien que si Jackson Goldstone et Loïc Bruni avaient fait le run en mass start, en duel, dual, les deux en piste, en bas il y a un demi-vélo d'écart. Sachant que ce demi-vélo d'écart, il n'est pas constant sur toute la course. Sur tout le début, Jackson prend de l'écart. Par contre, à partir de l'entrée du motorway, Loïc revient. Et il revient tellement que, à l'arrivée, un demi-vélo d'écart sur la ligne d'arrivée. Bon, mais dans ce que je dis là, moi ce que je retiens, c'est le bois du bas de Loïc Bruni. C'est super intéressant, c'est beau. Franchement, quand on regarde le timing, quand on regarde les placements, quand on regarde les points de freinage, c'est du grand Loïc Bruni. Il a une lecture du terrain qui est différente de tous les autres. C'est trop beau à voir. On a l'impression qu'il assure, on a l'impression qu'il prend le temps de placer le vélo, on a l'impression des fois qu'il fait des gestes, on se dit mais quoi, comment il vient tirer ça? Mais en bas, ça fait un temps stratosphérique dans ce secteur-là. Et c'est super intéressant parce que ça peut présager de la suite de la saison. L'enchaînement Leogang-Val d'Isole, on l'a déjà eu. Et si vous remontez dans les archives sur Full Attack, vous verrez qu'on en a déjà parlé. À une époque, entre les chiffres, en faisant les courbes de chaque course, on avait clairement identifié que Jackson Goldstone, à Leogang, dans le bois du bas, il mettait une pilule à tout le monde. À la course d'après, à Val d'Isole, il l'avait emporté avec la manière. Et bien cette année, est-ce que le bois du bas de Leogang peut nous en apprendre un petit peu sur les états de forme de chacun et ce que chaque pilote va être capable de faire à Val d'Isole dans 10 jours? Peut-être bien. Et si on regarde ça, celui qui a refait le plus de temps dans le bois du bas, c'est Loïc Bruni. Et ça, c'est intéressant parce que si Loïc Bruni est capable de rouler dans la pente aussi bien à Val d'Isole et à la Tuile que ce qu'il a fait dans le bois du bas à Leogang, ça veut dire que le game est loin d'être plié. Parce qu'il faut bien se souvenir que la dernière fois que Jackson Goldstone a roulé à Val d'Isole, il l'a emporté et avec la manière. Le fameux run à la limite, hyper spectaculaire, qui engage de haut en bas et qui est même à 2 doigts de se la coller dans le premier virage relevé, mais qui en bas fait un carton. Un run du style de ce que Amaury Piron a pu signer là-bas l'an dernier. Bref, on pourrait se dire, ouais, pour gagner à Val d'Isole, il va falloir sortir un run stratosphérique. Peut-être. Mais dans tous les cas, moi ce que je retiens, le bois du bas à Leogang, ça peut être une très bonne référence pour Loïc. Là, j'ai été capable de faire quelque chose. C'est ça qu'il faut que je mette en application à Val d'Isole si je veux être compétitif et rester dans le coup. Ce qui est intéressant, c'est que le duel est enclenché. Jackson Goldstone versus Loïc Bruni. On a hâte d'y être pour voir ce que ça donne. Bielsko, Loudunvielle, Leogang, 3 courses, ça y est, on est au tiers de la Coupe du Monde de descente VTT 2025. Petit tiers, mais petit tiers qui nous donne des premières tendances sur les duels et ce qui fait que certains vont pouvoir jouer plus que d'autres le classement général de la Coupe du Monde 2025 dans leur catégorie. On commence par les juniors filles avec Rosa Zierl qui a gagné en terre autrichienne dans son pays à Leogang et qui, avec Eliana Hulsebosch, est la seule à marquer des points sur les 3 manches. C'est ce qui fait que ces deux-là sont en tête et que derrière, ça peine un petit peu. Chez les juniors filles, pour le classement général, la régularité paye. La régularité paye quand on sait que ne pas marquer des points, c'est ce qui met Aletta Osgaard,
Rosa Marit Jensen notamment, en retrait sur ce classement. C'est une observation somme toute assez logique, les juniors sont là pour apprendre le métier, c'est QFD. Et si on parle du métier, justement, il y en a un chez qui il est en train de bien rentrer le métier, c'est Max Alran, qui occupe la tête du classement général junior. Max, c'est le seul à avoir fait les 3 podiums. Dans le désordre, mais il y a fait toutes les places. Et il marque de gros points, ce qui lui donne la tête du classement et le maillot vert de leader provisoire. Avec un début de saison aussi chaotique, aussi compliqué que la boue de Bielsko, la poussière et la pente, les gros risques, les gros dangers de Loudunvielle et une course aussi serrée à Léogang, c'est beau de faire de la régularité dans ce contexte-là. C'est hyper beau de le voir être effectué par Max Alran, dont on attend parfois beaucoup. Moi, j'étais à Loudunvielle, on voyait bien qu'il y avait les potes, les amis, la famille, que tout le monde attendait énormément. La ferveur dans la raquette d'arrivée au moment où il s'élance dans son run, on sent bien que tout le monde attend beaucoup du talent de ce jeune garçon. Il n'empêche que lui, il fait le métier, et il fait bien le métier. Quand on sait en plus que Max souffre un petit peu d'une épaule, qu'il est toujours en train de soigner et qu'il est toujours en train de strapper, gros début de saison, c'est solide et c'est bien géré de sa part. Au classement, son concurrent le plus dangereux, c'est Tyler Waite qui est deuxième. Mais derrière Tyler, il y a un tir groupé entre Till Alran, Ollie Clark et Asa Vermet. Entre ces trois-là, il y a une grosse bagarre pour au moins la 3e place, voire pour revenir dans le game pour jouer les 2 premières. Bon, mais des 4 classements généraux actuels, le plus intéressant, c'est peut-être celui des filles. Parce qu'elles sont 4 dans le jeu, elles sont 4 à être dans un mouchoir de points relativement serré et qui ont fait une petite différence par rapport à toutes celles qui suivent derrière, mais elles sont 4 avec une approche vraiment différente et quand on regarde leur manière de marquer des points, eh ben on se rend compte que c'est un petit peu à l'image de chacune. Valiol, elle se maintient. Elle est assez régulière au rang où elle est et on sent bien qu'à l'heure actuelle, elle est en train de chercher les solutions pour briser un espèce de plafond de verre qui l'empêche de hisser son niveau de jeu alors que techniquement, on sait qu'elle est au moins aussi bonne que Gracie M Street, voire peut-être plus complète et au-dessus du haut. Quand on regarde la dynamique de Tannay Seagrave, c'est parti fort, ça redescend et on sent bien que maintenant, la clé, ça va être de trouver comment inverser la tendance et revenir dans le game. Quand on regarde Anna Newkirk, elle est bien placée, mais elle est sur courant alternatif. Bien, moins bien, re-bien, hâte de voir la suite de la saison. Dans tous les cas, celle qui est en pleine bourre, c'est Gracie M Street. Un début de saison correct et 2 victoires qui la propulsent en tête du classement général. Bon, et si on parle de pleine bourre, forcément, il faut parler de celle de Jackson Goston, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça donne au classement général? Eh ben c'est simple, Jackson est remonté à la 2e place. Sauf que, dans le même temps, Loïc Bruni a fait une course solide à Léogang. Si en arrivant en Autriche, il avait laissé son maillot de leader à Amaury Pierron, eh ben c'est Loïc qui le reprend à l'issue de Léogang. C'est Loïc qui est en tête, pour quelques points sur Jackson Goldstone, c'est assez serré, et si on regarde les points, c'est pas encore un duel entre ces deux-là qui se dessine. Amaury Pierron est dans le coup. Alors lui, il a eu son coup de moins bien à Léogang, il avait fait 2 premiers podiums, et ça a un peu coincé en finale à Léogang, avec toujours cette histoire de vent qui peut avoir un petit peu influé sur le déroulement de la course. Il n'empêche que Loïc Bruni aussi a eu un coup de moins bien à Loudunvielle, il n'empêche que Jackson Goldstone avait commencé timidement à Bielsko. On est donc sur 3 leaders qui ont eu chacun 2 belles courses et une un petit peu moins bonne, et à ce jeu-là pour l'instant, c'est Loïc Bruni qui lead devant Jackson Goldstone et Amaury Pierron. Ces 3-là se détachent en tête. Il y a une différence de fait par rapport à Lucas Chaud et Loris Vergier qui sont 4e et 5e et qui occupent la place de meilleur des autres. Meilleur des autres ou pas, qu'importe, je pense qu'on a fait une première analyse intéressante de ce début de saison. Dans le débrief sur Full Attack, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premières émissions. Et dans tous les cas, je pense qu'on a posé de bonnes bases pour suivre les 3 prochaines courses, Val d'Isole, La Tuile et Andorre. Dans le débrief, une nouvelle fois, chaque lundi soir sur Full Attack. Merci de votre attention, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.